mesdames et messieurs. Et tout d'abord, je tiens à remercier vivement l'IREMO pour l'invitation et l'organisation de ce débat consacré à la crise grecque et chypriote. Sauf erreur de ma part, c'est une nouveauté pour, comme je l'avais dit tout à l'heure, de l'IREMO d'organiser un tel débat sur la rive nord de la Méditerranée. Et je vous remercie tous et toutes pour votre présence. Depuis 2008-2009, l'Europe connaît une crise économique qui capte l'intérêt du monde entier et dont la première victime fut la Grèce. Tous les médias de la planète se sont intéressés à ce petit pays méditerranéen dont le sort semblait déterminer le sort de l'économie mondiale. Piégé entre un passé qui les considérait glorieux et un présent humiliant qui les regroupe sous l'acronyme des PIGS, en référence aux pays en difficulté, Portugal, Irlande, Grèce et Espagne, les Grecs se sont retrouvés dans l'œil du cyclone. Comme il arrive souvent en des périodes de crise, ils sont devenus l'objet de généralisations, voire de stéréotypes. Ainsi, tout le monde a commencé à parler de la corruption et de prodigalité de l'État grec, de sa bureaucratie hypertrophiée, de son système économique et politique basé sur le clientélisme, de sa population peu industrielle qui fait de cette périphérie géographique européenne les parents pauvres, voire indésirables de l'Europe. La victime la plus récente de cette crise est Chypre. Les stéréotypes se sont radicalement retournés à Chypre, qui, dans les médias, des modèles de croissance économique, est devenu un paradis fiscal interlope et fragile. Quelques questions donc qui émergent sont les suivantes. Est-il possible de voir plus clair à travers un débat souvent surpolitisé où les trompe-l'œil d'informations amènent souvent à la mésinformation, voire à la désinformation? Comment restituer ces deux crises dans un plus long terme? Quels sont les enjeux politiques, économiques et géopolitiques que cette configuration fait émerger? Bref, peut-on sortir d'une lecture moralisante et déterministe? Plutôt que d'apporter des réponses définitives à ces questions qui nécessiteront un travail de profondeur, nos invités ce soir nous proposeront quelques clés de lecture susceptibles de recadrer les débats autour de ces crises différentes et pourtant étroitement liées. Nous avons donc le plaisir d'avoir parmi nous ici M. Dimitris Adoniou et M. Alexis Rapas qui vont nous parler de ces questions. Dimitris Adoniou, en premier lieu, évoquera la crise en Grèce. Dimitris a fait des études en droit à l'Université d'Athènes et il a ensuite obtenu son master recherche en histoire et civilisation à l'École des hautes études en sciences sociales, à Paris. Il prépare actuellement dans ce même établissement sa thèse de doctorat qui porte sur la déviance et l'organisation de la justice criminelle en Grèce sous la monarchie absolue dans les années 1830-1840. Alexis Rapas, qui va nous parler de la crise chypriote, est actuellement chercheur postdoctoral à BEXMED à Aix-Marseille Université, accueilli par l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. À partir de septembre prochain, il sera maître de conférence à l'Université de Koç à Istanbul. Ses recherches portent sur la colonisation britannique à Chypre et italienne dans les Dodécanèse. Son ouvrage, prochainement publié à Londres, s'intitule Cyprus in the 30s, British Colonial Rule and the Roots of the Cyprus Conflict. Chaque intervenant aura 30 minutes, une petite demi-heure à sa disposition pour développer son argument et puis nous offrirons le débat. Je donne donc la parole à M. Adoniou. Merci bien. J'aimerais aussi remercier tout particulièrement l'IREMO pour son accueil chaleureux. Et alors je procède à mon intervention. Parler de la crise en Grèce, oui, mais qu'est-ce qu'on peut dire dans 30 minutes? Comme Angela vous a dit, je ne suis pas économiste ni sociologue de formation. Alors, ce que j'ai l'intention de faire, ce n'est pas de passer en revue les raisons historiques de la crise, c'est-à-dire remonter jusqu'aux années de la guerre, jusqu'aux années de l'après-guerre, pour voir pourquoi on est arrivé là aujourd'hui, mais plutôt faire un bref examen, qui ne prétend pas à l'exhaustivité bien sûr, une chronique de la crise en Grèce,
depuis 2009, depuis l'éclatement de la crise, voir ce qui s'est passé, et notamment terminer en exposant comment, et en examinant comment la crise économique est en train de transformer radicalement la politique et surtout la société en Grèce. Alors je commence. La crise, je ne souhaite pas faire un essai de définition de la crise, mais j'aimerais bien voir s'il y a des similitudes, des divergences entre la crise en Grèce et la crise qui ravage les autres pays européens, y compris les Chypres, dont Alexis va vous parler plus tard, mais aussi les autres pays méditerranéens, l'Espagne, le Portugal, mais l'Irlande. Et à la différence de ce qui s'est passé par exemple en Irlande ou en Espagne, la crise économique en Grèce se focalise autour de l'État et de son fonctionnement. C'est une crise de dette souveraine, c'est-à-dire on n'a pas eu de bulle immobilière qui a explosé comme en Irlande ou comme aux États-Unis pendant les premiers mois de la crise économique mondiale qui a commencé en 2008. Les banques grecques étaient plus ou moins à l'abri en étant des banques de la périphérie. Elles étaient très peu exposées à la crise immobilière. Mais à partir de 2009, c'est la crise de la dette souveraine qui a surgi. Commençons alors par les élections de 2009. Les partis alors au pouvoir, c'était le parti de la droite, de la centre-droite, de la Nouvelle Démocratie, a procédé à des élections anticipées en octobre 2009. Et le parti de la Nouvelle Démocratie a été succédé au pouvoir par les PS. Les PASOK, c'est les partis socialistes de la Grèce, c'est le mouvement socialiste panhellénique. Peu après son ascension au pouvoir, le nouveau Premier ministre Georges Papandréou, qui est le fils du chef du Parti socialiste, du Premier ministre Andreas Papandréou, Premier ministre pendant les années 80, et s'est rapidement trouvé confronté à la crise de la dette. Il a révélé au peuple et aux autorités européennes que le déficit budgétaire du pays s'élevait à 15% du PIB au lieu de 9,5%. C'était les chiffres qui avaient été communiqués aux autorités européennes. Alors il a dit qu'il fallait prendre des mesures d'austérité, des mesures très rigoureuses, afin d'éviter la faillite, afin d'éviter un défaut incontrôlable. Et aussi prendre des mesures dans le sens du redressement radical des finances du pays. L'Europe, les partenaires européens ont été pris par surprise. Et ils ont incité le gouvernement grec à prendre des mesures d'austérité afin de redresser les finances du pays, d'assainir les finances publiques. Le gouvernement a assez vite rendu compte que le pays était au bord de la faillite et qu'il fallait prendre des mesures d'urgence. Alors il s'est adressé aux partenaires européens. Il a demandé d'aide financière, pas immédiatement, c'est-à-dire pendant les premiers mois que le Parti socialiste trouvait le pouvoir, le gouvernement n'a pris que quelques mesures lacunaires et rudimentaires afin de faire face à la crise. Ce qui a fait que les spreads de crédit, c'est-à-dire les taux d'intérêt auxquels empruntait l'État grec, a explosé. L'État n'était plus en mesure d'emprunter de l'argent depuis des banques grecques et des banques européennes aussi. On arrive ainsi au mai 2010, où le gouvernement grec a conclu un accord avec l'Union européenne et l'FMI, le Fonds monétaire international, un accord qui permettrait à ces deux autorités de prêter de l'argent à la Grèce pour qu'elle soit épargnée du défaut de paiement. En contrepartie, ces deux autorités, le FMI et l'Union européenne,
ont obligé la Grèce de signer un accord qu'on appelle en Grèce le mémorandum, on va y revenir plus tard, qui dictait des obligations très strictes en Grèce. C'est-à-dire, cette autorité prêterait de l'argent à la Grèce pour faire face à la crise et faire face au manque de capitaux, mais à certaines conditions très rigoureuses. Certaines conditions que la Grèce devait respecter scrupuleusement et qui résumaient toutes les mesures qui devaient être prises afin d'assainir et de procéder à une refonte totale de l'État, de cet État qui engendrait des déficits. Ce mémorandum, qui n'a pas survécu, qui est toujours valable aujourd'hui, mais qui a été modifié radicalement, c'est basé sur deux hypothèses de base. La première était que la dette souveraine de la Grèce, qui à ce moment-là avait atteint 150% du PIB, était viable. Et la deuxième hypothèse était qu'avec les mesures prévues par le mémorandum, la Grèce serait en mesure de retourner sur le marché des capitaux en 2012. Toutes les deux hypothèses ont été démenties par les faits et par la politique qui a été menée par le gouvernement grec. D'abord, il faut clarifier ça, parce qu'il y a certaines voix en Grèce et en Europe qui proviennent surtout des partis de gauche, qui ont dit que ce serait mieux pour la Grèce de faire un défaut unilatéral au début de la crise pour éviter les termes très stricts du mémorandum. À cette époque-là, ça n'était pas possible parce que c'était l'Allemagne qui ne consentait pas. L'Allemagne redoutait en effet un effet de domino dans les économies européennes, un effet de contagion de la crise grecque dans des autres pays européens qui étaient en glacière. Et la deuxième raison, c'était qu'une bonne partie de la dette grecque était détenue par des banques allemandes et françaises aussi. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'une partie de la dette était retenue aussi par les banques grecques et par des caisses de retraite grecques. Et un défaut unilatéral en 2010, c'est-à-dire juste avant la signature du mémorandum, amènerait à l'effondrement les caisses de retraite et les banques grecques. Je ne saurais pas passer en revue en détail toutes les prévisions du mémorandum, mais en résumant, on dirait que l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le FMI ont établi un mécanisme de surveillance de la Grèce. C'était la condition sous laquelle ils ont octroyé des fonds de capitaux à la Grèce. Un mécanisme que les Grecs ont appelé la Troïka, parce qu'il s'agit d'un comité qui est chargé de surveiller comment ça marche, les plans de sauvetage de la Grèce. En résumant, on disait que les obligations dans lesquelles la Grèce s'est engagée se résument en la refonte de l'État. Un État qui dépense trop d'argent, un État clientéliste. Vous connaissez tous ces stéréotypes qui sont en partie vrais. Alors, les mesures qui devaient être prises en premier lieu seraient transitionnelles, disons, jusqu'à la refonte totale de l'État grec, qui l'amènerait en position de pouvoir gérer mieux ses finances, de ne plus produire de déficits et d'économiser de l'argent par la voie d'une bonne gestion. Ce que le gouvernement a fait, c'était de faire des claires coupes dans les salaires, dans les retraites, ce qui a conduit à une récession, comme on va voir plus tard, son précédent dans l'Europe et dans la Grèce. Et refaire le régime des retraites
et puis procéder à certaines privatisations, notamment des entreprises qui appartenaient à l'État, ou dans lesquelles l'État grec, c'était les principaux actionnaires. Jusqu'à le temps de 2010, le gouvernement grec, le gouvernement socialiste, qui était, on devrait dire, rigoureusement attaqué par l'opposition pour ses choix, avait procédé à pas mal de ces réformes, c'est-à-dire il a réformé les régimes des retraites, il a opéré des réductions des salaires, des réductions des salaires dans la fonction publique, mais toutes ces réformes-là se sont arrêtées à l'automne de 2010, de façon que la réforme de l'État, à laquelle aspiraient le FMI et l'Union européenne, s'est arrêtée. Ce qui a, selon moi, sous-estimé le FMI, la Troïka, disons, en gros, c'est-à-dire l'Union européenne, la Commission européenne, la BCE et le FMI, c'était d'abord la capacité de l'État grec de se réformer, et puis la capacité de l'État grec de se réformer en un si court laps de temps. C'est-à-dire que le gouvernement, quel que ce soit, serait en mesure d'opérer de si profondes réformes dans son fonctionnement en si peu de temps. C'est une chose toute naturelle que les réformes qu'a opéré le gouvernement ont provoqué des troubles sociaux, des grèves, des choses comme ça. Et ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont provoqué un chômage, ils ont fait exploser le chômage et une récession sans précédent. Pour donner un exemple, le PIB grec aujourd'hui se trouve a perdu 20%, c'est-à-dire la récession cumulative depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui est de 20%. Le chômage a grimpé de 11% au début de 2009 à 25% aujourd'hui. La Grèce est en train de subir une crise économique et une crise sociale sans précédent. Il faudrait signaler là que ce n'est pas le mémorandum, ce ne sont pas les conditions dictées, les conditions imposées par ces mécanismes européens qui ont provoqué la crise. C'est-à-dire même avant les recours de la Grèce à ces mécanismes européens, il y avait de la récession. Mais le fonctionnement de ces mécanismes-là a approfondi énormément la crise et la récession. Alors, l'hypothèse que la dette grecque était viable s'est démentie. On arrive alors en 2011 où l'Allemagne fait marche arrière et elle s'est consentie finalement à une restructuration de la dette grecque, mais une restructuration contrôlée, c'est-à-dire sous certaines conditions. Dans ce sommet de l'Union européenne en octobre 2011, les pays européens se mettent d'accord de promouvoir un plan de sauvetage de la Grèce qui prévoit la formation d'un mécanisme grâce auquel la Grèce va effacer une bonne partie de sa dette, une partie qui s'élève finalement à 100 milliards d'euros, c'est-à-dire un tiers de la dette souveraine. Et là, c'est l'ancien Premier ministre, Georges Papandréou, se met d'accord, mais en rentrant en Grèce, il dit que cette question de la restructuration de la dette va être mise en référendum, c'est-à-dire ce sera le peuple grec qui va décider. Ce qui a provoqué la chute de son gouvernement et la formation des gouvernements, disons des coalitions, c'est comme ça qu'on l'a appelé, les partis qui ont participé, et des coalitions nationales, avec la participation
du parti de droite, la Nouvelle Démocratie, et d'un petit parti populiste, le Laos. C'est l'ancien gouverneur de la Banque nationale, de la Banque Lares, Lucas Papademos, et ancien vice-président de la BCE, qui est nommé Premier ministre, et qui est chargé de négocier et de mener à bon terme la restructuration de la Grèce. La restructuration de la dette grecque a finalement eu lieu le printemps 2002, et il est vrai qu'il a mené à l'allègement d'une partie de la dette grecque. Mais bon, les implications sociales demeurent. On a des élections deux fois, en mai 2012 et en juin 2012, qui ont changé radicalement le paysage politique du pays. C'est là le tournant. C'est-à-dire, les partis socialistes s'effondrent littéralement. On dirait qu'en 2009, il avait obtenu 44% des voix. Il arrive à obtenir 13% des voix dans les élections de juin 2012. Le premier parti reste lui de la Nouvelle Démocratie, mais il n'est pas en mesure de former un gouvernement tout seul. Et la grande surprise, c'est que le parti de la gauche radicale, le Syriza, s'est propulsé à la deuxième place. Il faut maintenant, avec 25% des voix, c'est le parti de l'opposition, le principal parti de l'opposition. Après les élections, les deux anciens grands partis, c'est-à-dire la Nouvelle Démocratie et le Parti Socialiste, qui avaient accaparé les pouvoirs pendant 38 ans, c'est-à-dire après la chute de la dictature en 1974 jusqu'à aujourd'hui, se mettent d'accord de former une nouvelle coalition, un nouvel gouvernement de coalition, ayant en tête le chef du parti de la Nouvelle Démocratie, l'actuel Premier ministre Antonis Samaras. Au gouvernement participe aussi un petit parti de la gauche démocratique, qui apporte au gouvernement son soutien critique, on dirait. Et bien que l'actuel Premier ministre Antonis Samaras ait exprimé à plusieurs reprises son désaccord avec les politiques d'austérité qui ont conduit à l'appauvrissement d'une très grande partie de l'opposition, juste après son élection, il n'a pas changé de politique, il mène la même politique, il a même introduit certaines nouvelles mesures d'austérité. Et c'est l'actuel gouvernement, le Syriza, comme je vous ai dit, qui, dès le début de la crise, s'est opposé à la politique menée par tous les gouvernements et qui prône pour une autre politique, pour la suppression immédiate et totale des mesures d'austérité, et les partis de l'opposition. Et je voudrais m'attarder un peu ici, c'est-à-dire jeter un coup d'œil sur les changements radicaux que la crise a provoqués. D'abord, c'est l'effondrement du paysage politique, l'effondrement des deux partis, des pouvoirs, la Nouvelle Démocratie et l'EPS, comme on les connaît jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, le paysage, le système politique grec avait deux piliers, c'était ces deux partis qui se changeaient au gouvernement. Maintenant, c'est différent. Pour la première fois, on assiste à des gouvernements de coalition, et ce sera le cas désormais, j'espère. Pour la première fois aussi, on assiste à l'ascension, à l'ascension potentielle, éventuelle au pouvoir des partis de la gauche radicale, et un espace de la gauche qui était presque monopolisé jusqu'aujourd'hui par les partis communistes, qui s'est aussi effondré, s'est aussi effondré lors des élections. Et on assiste aussi, ça devrait être un phénomène unique en Europe, à l'entrée au Parlement des partis, l'Aube dorée, vous la connaissez peut-être, un parti non seulement de l'extrême droite, c'est ce que les Anglais peut-être, pour utiliser un terme anglais, appelleraient ultra-light. C'est un parti qui n'a jamais dissimulé ses affinités
néo-nazis, pas seulement de l'extrême droite, un parti qui s'est ouvertement opposé à la démocratie parlementaire et qui ne cesse, depuis les élections, de monter dans les sondages. Un vrai danger pour la démocratie. Revenons aux implications sociales, aux problèmes sociaux que la crise a fait naître. Je voudrais faire un petit exposé de l'état des finances grecques et de l'état de la société grecque comme ils sont aujourd'hui. Bon, les gouvernements grecs, les premiers ministres et les ministres des Finances, Yannis Stournaras, se réjouissent que les résultats économiques vont dans le bon sens. Le ministre des Finances a déclaré que pour la première fois, à la fin de l'année, l'État grec, le gouvernement sera en mesure de présenter un excédent primaire positif, ce qui va lui permettre d'accélérer l'allègement de la dette, ce qui va lui permettre de démonter, de justifier une troisième restructuration de la dette de la part du FMI et de l'Union européenne, à laquelle l'Allemagne, jusqu'aujourd'hui, s'oppose. Il est vrai que les mesures d'austérité ont assaini un peu les finances grecques, c'est-à-dire le déficit a tombé de 15% ou 9% aujourd'hui. La dette a légèrement baissé aussi, c'est-à-dire au lieu de 170%, se trouve aujourd'hui à 156%. Il y a un climat de confiance envers la Grèce. Le gouvernement se réjouit de ça, ce qui va permettre au pays d'attirer des investissements étrangers, et ce qui va permettre aux banques grecques et aux banques européennes, aussi aux banques étrangères, d'octroyer des liquidités aux entreprises grecques, parce que dans ce climat économique, même les entreprises grecques saines se trouvent aujourd'hui étouffées. Et le gouvernement a commencé aussi à reprendre avec les investissements publics, des investissements publics qui ont été presque supprimés du budget. C'est-à-dire, ce n'était pas une condition qu'a posée les FMI et l'Union européenne, mais c'était une décision du gouvernement grec de couper dramatiquement, radicalement, les investissements publics, et notamment les travaux publics, pour économiser de l'argent. L'État grec s'est dit maintenant prêt à reprendre certains investissements publics, et notamment les travaux publics, ce qui va créer de nouveaux emplois et ce qui va empêcher la destruction des emplois. Pour l'instant, on dirait que c'est aussi les pays européens, et notamment l'Allemagne, qui partagent cet avis. On s'est éloigné du fantôme de la faillite, mais il reste beaucoup de choses à faire. C'est terminé bientôt. Des choses à faire, c'est-à-dire que les maladies chroniques de l'État grec, par exemple l'évasion fiscale qui est endémique de le pays, ni le gouvernement de Papandréou, l'ancien gouvernement, ni le gouvernement actuel, n'ont pris des mesures efficaces pour l'éliminer. Le chômage ne va pas être éradiqué rapidement et efficacement. C'est-à-dire on est au bout d'une explosion sociale. Et pour terminer, avec ça, je m'achemine vers la fin, on dirait qu'on va mieux, avec un coût social, disons, exorbitant, mais il reste beaucoup de choses à faire. Et on n'a pas extirpé les racines des dysfonctionnements de l'État grec. Ce qu'on a fait aujourd'hui, bon, les progrès dans les finances publiques, est dû à des mesures d'austérité, à des coupes de salaires, etc. Mais il faut aussi faire beaucoup de choses pour remédier aux véritables causes de la dette grecque. Et ce qui est très dangereux, c'est que lors de ces années de la crise,
l'État grec et la classe politique, telle qu'il est, a été largement délégitimé. C'est-à-dire que les Grecs, les peuples grecs, la grande majorité des citoyens, n'ont plus confiance à la classe politique, ce qui explique en partie cette explosion électorale du Syriza, d'un parti qui n'a jamais accédé au pouvoir, un parti qui prône des changements radicaux, et ce qui explique aussi ces phénomènes, les progrès qu'a fait l'Aube dorée, qui je crains qu'on assiste à son ancrage définitif dans le paysage politique grec. En deux mots, la politique économique qu'on menait, le gouvernement récent, a réussi à faire la Grèce, faire les pays éviter la faillite, mais on est à mi-chemin. Il reste beaucoup de choses à faire, qu'on pourrait discuter avec vous ultérieurement. Merci. Merci Dimitri pour cette mise au point. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué. On aura le temps de discuter après. Et je passe la parole tout de suite à Alexis Rapas, qui va nous parler de la crise chypriote. Très bien. Très bien, je voulais... ça marche ? Oui. Je voulais aussi remercier beaucoup l'IREMO pour leur invitation et vous tous pour d'être venus ce soir. Alors, suite à la présentation de Dimitri, je voudrais d'emblée souligner une différence de taille entre les contextes chypriotes et grecs. Comme nous l'a rappelé Dimitri, la crise en Grèce était une crise avant tout de dette souveraine, donc qui impliquait l'État, tandis que la crise à Chypre est une crise qui dérive des défaillances du système bancaire, avant tout à Chypre. Ceci dit, cette différence étant établie, les deux crises sont liées, d'abord dans la mesure où les économies chypriotes et grecques, pour des raisons historiques, politiques et géopolitiques, sont étroitement imbriquées. Et comme nous allons le voir, la crise de la dette souveraine en Grèce a eu des répercussions financières immédiates à Chypre. Alors, quelques remarques préliminaires dans ce même sens de la comparaison des deux contextes. Un autre point commun relève d'une question d'échelle. Et cela tient à la disproportion entre, d'une part, la petite taille de ces économies, chypriotes et grecques, et d'autre part, comme l'a indiqué Angelos, l'ampleur des inquiétudes que leurs difficultés financières et économiques ont suscité pour l'avenir de l'économie non seulement européenne, mais dans certains scénarios un peu catastrophistes, mondiale. Alors cela est d'autant plus frappant dans le cas de Chypre, qui est le troisième plus petit pays de l'Union européenne, avec moins d'1 million d'habitants et un produit intérieur brut de 17 milliards d'euros. Dernier point commun entre les deux contextes, chypriote et grec, et là-dessus je voudrais dire 2-3 petites choses, c'est la représentation de la crise dans le discours politique et médiatique, qui ont des points communs. Alors, tant en Grèce qu'à Chypre, on peut en effet distinguer deux façons de parler de la crise, ce que nous pourrions appeler deux criséologies, si vous voulez. Il y a une criséologie qui est technique, qui est celle des experts, des économistes, des instances internationales, dont la fameuse Troïka dont a parlé Dimitri, donc la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI. Et puis une criséologie qu'on pourrait appeler plus politique, souvent sensationnaliste, souvent même populiste, qui est celle des partis politiques et, dans certains cas, celle des médias. Or, non seulement ces deux discours sur la crise ne communiquent pas l'un avec l'autre, mais ils ont plutôt tendance à obscurcir plus qu'à éclairer les enjeux et les implications concrètes de la crise et des solutions qui sont proposées pour y remédier.
Alors, la criséologie technique, celle des experts, elle a tendance plutôt à dépolitiser le débat et n'offre pas vraiment de prise aux citoyens sur les enjeux de cette crise. La criséologie médiatique a plutôt tendance à surpolitiser le débat, et ceci à des fins soit d'audience, soit à des fins électorales. Le résultat de cela, c'est que dans les deux cas, le citoyen reste souvent un peu démuni face à des événements qui pourtant le touchent directement. Alors avant de procéder plus précisément sur la crise à Chypre, je voulais rappeler, vous le savez certainement, que l'île de Chypre est une île divisée. Un no man's land divise l'île donc du nord-ouest au sud-est, séparant donc au nord les Chypriotes turcs, au sud les Chypriotes grecs. Lorsque nous parlons de la crise à Chypre, nous parlons donc de la crise qui affecte la République de Chypre, c'est-à-dire la partie sud chypriote grecque de l'île. J'évoquerai peut-être un petit peu la partie nord, mais je commencerai par parler de cette crise-là. Or, cette division, vous savez, c'est le résultat d'une opération militaire turque en 1974 et d'un partage forcé des populations. Juste un dernier point, cette république chypriote, donc du sud, est internationalement reconnue. Elle est depuis mai 2004 membre de l'Union européenne, tandis que la partie nord, qui s'est autoproclamée en République turque de Chypre Nord, n'a pas de reconnaissance internationale. Si j'évoque cette configuration politique, c'est parce qu'elle est d'une très grande importance dans l'analyse de la crise à Chypre, pour deux raisons essentielles. D'une part, la division de l'île et sa pérennisation ont orienté les choix économiques qui ont longtemps fait de l'île, comme Angelos l'a dit, un modèle de développement économique, mais qui ont également contribué à la rendre vulnérable à la crise financière internationale. Première raison donc de l'importance de cette division de l'île. La deuxième, c'est que cette division de l'île explique que très tôt, après la crise, des enjeux géopolitiques régionaux soient venus se greffer sur cette crise, s'alimentent un petit peu de cette crise. Je développerai tout cela plus spécifiquement, mais je dirais juste que ces enjeux géopolitiques impliquent l'Union européenne, la Turquie et la Russie. Donc je vais procéder en trois temps. Je voudrais faire, comme dit Dimitri, une chronique on va dire à court terme de la crise, la crise telle qu'on la lit dans les médias, ainsi que des solutions qui ont été proposées pour y remédier. Cela me permettra d'établir les connexions entre les contextes chypriotes et grecs. Ensuite, j'essaierai de resituer, un peu comme Dimitri, la crise chypriote dans un contexte plus long, en fait, dans un plus long terme, pour montrer comment des choix économiques qui ont été faits dans les années 60 et 70 ont donné cette configuration assez spécifique qui caractérise la crise à Chypre. Et enfin, j'indiquerai, ce sera mon point de conclusion, les enjeux géopolitiques actuels qui sont venus se greffer sur cette crise. L'idée centrale dans tout cela, ce que je voudrais montrer, c'est que on parle très souvent, dans le contexte de la crise qui affecte toute l'Europe, effectivement, enfin, oui, que les remèdes et les mesures d'austérité que l'on propose amènent une suspension de la souveraineté des citoyens, c'est-à-dire cette idée qu'on a peu de prise avec les mesures qui sont mises en place. Alors, à cette suspension de la souveraineté dans ce sens-là, je voudrais proposer que dans le cas de Chypre s'ajoute une suspension de la souveraineté dans un sens plus conventionnel, c'est-à-dire la souveraineté de l'État chypriote. Alors rapidement, le visage de la crise, tel qu'on l'a découvert dans les médias, la rapidité et la brutalité de la crise financière puis économique à Chypre semblent avoir pris un petit peu les observateurs internationaux de court.
On s'est vraiment intéressé d'une manière très prolifique à cette crise dans le printemps de 2013. Or, celle-ci était en gestation depuis au moins 4 voire 5 ans en réalité. Mais jusqu'en 2008, Chypre faisait figure un petit peu d'un élève modèle dans l'Union européenne. Cette petite économie qui ne représente que 0,2% du PIB de l'Union européenne avait un PIB par habitant de 18 000 euros, un taux de chômage de 3,4%, ça fait rêver en France et surtout en Grèce, et des taux de croissance de 3,8%, ce qui fait aussi rêver à l'époque. Alors, le problème, c'est que cette croissance de Chypre était presque uniquement pilotée par le secteur tertiaire, c'est-à-dire le tourisme, le secteur bancaire, le secteur financier et immobilier. Ce secteur tertiaire représentait 83,9% du PIB et employait 74,5% de la population active, donc énorme en fait. Mais bien entendu, cela a exposé Chypre à la crise financière internationale. L'impact a été assez immédiat. Toutefois, c'est bien la crise grecque qui va accélérer les problèmes à Chypre. Et cela est dû en particulier au fait que parmi les créanciers de l'État grec figuraient les banques chypriotes. En fait, les banques chypriotes figuraient parmi les créanciers de l'État grec. Or, lorsque l'Union européenne, en 2011, a décidé d'effacer 50%, ce qu'on appelait, je ne sais pas s'il y a un terme équivalent en français, mais on a appelé ça la coupe de cheveux, enfin c'est la décote. Hein, la décote. La décote. Dans les journaux français, on le disait soit haircut, on employait les termes anglais, oui. Mais on l'appelait la décote aussi. La décote, donc, de 50% de la Parce qu'on a effacé une certaine partie des souvenirs. D'accord. Pas tout. Donc, cette décote de 50%, les banques chypriotes ont perdu, elles, près de entre 73 et 80% de leurs créances en bons du trésor grec. On évalue le niveau des pertes à 5 milliards de dollars, donc assez important. Or, cette difficulté financière, et ça c'est un autre point de différence peut-être avec le contexte grec, cette difficulté des banques fragilise immédiatement l'État à Chypre. Parce que contrairement à l'État grec, dont les créanciers étaient essentiellement étrangers, en fait, il y a eu des banques françaises, donc des banques grecques, etc., des banques allemandes, à Chypre, la moitié des créances étaient détenues par les banques locales chypriotes. Donc, la fragilisation de l'État a été immédiate. Donc, tout de suite, on a un passage d'une crise financière à une crise de dette publique, et les deux étant très étroitement liés. C'est dans ces conditions que l'État chypriote s'est tourné vers l'Union européenne en juillet 2012 pour demander donc un plan de sauvetage. Et alors, ce qui est très intéressant avec ce plan de sauvetage, c'est que, outre les similarités qu'il peut présenter avec d'autres plans de sauvetage, il vient avec un élément complètement inédit, c'est-à-dire que, suivant une proposition du président chypriote, l'idée c'était de faire une ponction sur les épargnes, les dépôts bancaires, donc à Chypre, privés, allant de 6,65% pour les dépôts inférieurs à 100 000 euros à 9,9% pour les dépôts supérieurs à 100 000 euros. Donc l'argent était dans les banques, on allait se servir pour régler ce problème. Juste un mot pour le président actuel de Chypre. Il est le chef du parti conservateur, le Rassemblement démocratique, et il a été élu, enfin il a pris ses fonctions le 1er mars 2013. Donc il est venu avec cette proposition originale. Je ne sais pas si ça l'a rendu immédiatement populaire. Alors il faut dire que c'est vraiment la première fois que cette taxation directe des opposants fait partie d'un plan de sauvetage en fait. Parmi tous ceux qu'on a pu imaginer, ça c'était
une nouveauté. Alors, quels déposants sont concernés? Officiellement, c'est tous les déposants dans les proportions que j'ai données. En réalité, ce qui intéressait l'État, c'était les avoirs des compagnies étrangères, et notamment russes, qui étaient assez importants, puisqu'on évaluait les avoirs des compagnies russes dans les banques privées chypriotes à 32 milliards de dollars. Donc ça faisait une manne intéressante. Ceci dit, les Chypriotes, les citoyens chypriotes ont été touchés et, comme vous pouvez l'imaginer, n'ont pas été très contents de ce qui s'est passé, et ça a donné lieu à une suite de protestations et de contestations. Et je voudrais juste développer un tout petit peu ce point politique pour marquer un peu les différences et les similitudes avec la Grèce. Alors, similitudes, il y a le développement d'une même grammaire, on va dire, de la contestation, c'est-à-dire qu'on parle, selon un sondage par exemple, 91% des Chypriotes estimaient que toute la classe politique était corrompue. Donc on trouve ces thèmes qui arrivent. Surtout, de manière plus importante, l'austérité devient le thème politique majeur à Chypre. Et c'est important à Chypre parce qu'il vient déplacer d'autres thèmes politiques plus traditionnels, qui étaient ceux, d'une part, des inquiétudes vis-à-vis de la Turquie, et aussi, d'autre part, de la réunification, du bien fondé ou non, de la réunification de l'île. Donc l'austérité est devenue un thème central dans le discours politique. Or, la différence, c'est qu'en Grèce, comme nous l'a expliqué Dimitri, l'austérité comme thème politique a mené à une recomposition totale du champ politique grec. C'est-à-dire, on a eu des alliances de partis contre nature, le parti socialiste avec le parti conservateur qui soutenait le mémorandum, l'arrivée d'extrêmes qui se retrouvaient dans la contestation du mémorandum, etc. À Chypre, on n'a pas ça. À Chypre, si l'austérité devient un thème politique majeur, il se coule dans des divisions politiques traditionnelles. Ainsi, le parti qui s'oppose aux mesures d'austérité, c'est le parti communiste, Akel, dont le président était d'ailleurs l'ex-président de Chypre. Donc il se coule un petit peu dans cette division politique préexistante. Quoi qu'il en soit, cette première mouture du plan de sauvetage est rejetée devant la pression de la rue par la Chambre des représentants, et donc il faut imaginer un nouvel accord, ce qui est fait le 25 mars, toujours entre Chypre et la fameuse Troïka, dont on a parlé. Alors, que dit ce nouveau mémorandum d'entente? Il a été accepté par la Chambre des représentants, et donc il propose une aide en plusieurs tranches. Chypre vient de recevoir, il y a 10 jours, je crois, la première tranche d'aide, une aide de 10 milliards d'euros. Je rappelle que le PIB de Chypre est de 17 milliards d'euros, donc 10 milliards d'euros, dont 9 milliards seraient versés par le mécanisme de stabilité européen et 1 milliard par le FMI. Et puis après, il prévoit un assemblage de mesures d'austérité déjà éprouvées, donc en Grèce et puis dans les autres pays affectés par la crise, comme la réduction des dépenses publiques, l'augmentation des impôts, des privatisations et 2 ou 3 mesures particulières à Chypre qui touchent à la recapitalisation des banques aussi, mais avec une clause de restructuration fondamentale du système bancaire, notamment en ce qui concerne les conditions favorables qui étaient données aux épargnants et le secret bancaire, puisque les partenaires européens, et notamment sur une information des services secrets allemands, paraît-il, s'inquiétaient de savoir où cet argent allait donner, quel type de capitaux cela allait renflouer, parce qu'il y a une grande discussion sur les capitaux, disons comment on dit de blanchissement d'argent des oligarques russes dans les banques chypriotes. Bon, alors si cette lecture très schématique que je viens de donner de la crise à court terme nous renseigne sur ce qui a déclenché en fait la crise, elle ne nous renseigne pas en revanche sur ce qui a rendu très vulnérable l'économie chypriote. Pour ça, il faut se tourner sur un
moyen terme, et donc je vais essayer d'évoquer quelques causes historiques un peu plus dans le long terme. La première remarque qui s'impose, c'est que l'économie de la République de Chypre est née dans le conflit et elle tire ses caractéristiques les plus fondamentales de ce conflit. Lorsque Chypre, qui était une ancienne colonie britannique de 1878 à 1960, accède à l'indépendance, c'est un État relativement pauvre dont l'économie repose sur la production de matières premières et en particulier agricoles et de minéraux, le cuivre en particulier. Mais c'est surtout, et c'est ça qui est le plus important, un pays extrêmement divisé entre ces deux principales communautés, la majorité chypriote grecque qui représentait alors 78% de la population et une forte minorité turque de 18% de la population. Alors, je ne peux pas entrer vraiment dans les raisons qui ont divisé ces deux communautés. Je rappellerai juste que parmi les Grecs, le projet juste avant l'indépendance, c'était ce qu'on a appelé l'énosis, c'est-à-dire l'union de Chypre à la Grèce, tandis que parmi les Chypriotes turcs, le projet politique dominant, c'était le taksim, c'est-à-dire le partage de Chypre entre la Grèce et la Turquie. Donc, quand l'indépendance est accordée en 1960 à Chypre, elle n'amène pas à la réconciliation entre les deux communautés. Les arrangements et les traités qui établissent l'indépendance de la République de Chypre limitent également la souveraineté de cet État, puisque Chypre est placée sous la protection de trois puissances garantes, donc la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne, qui s'engagent à défendre militairement, s'il le faut, le statu quo de l'île, donc pour empêcher le taksim et l'énosis. Il y a un conflit intercommunautaire assez long entre 1963 et 1967, mais ce qui va agir comme catalyseur, c'est la prise du pouvoir par les colonels à Chypre en Grèce en 1967 et le coup d'État qu'ils vont mener à Chypre en 1974 pour réaliser l'énosis. Cela provoque, ça vous le savez, l'intervention militaire turque qui, contrairement à tous les traités en vigueur, procède au partage forcé de la population selon la ligne de division que j'ai précédemment évoquée. Alors les conséquences de cette division de l'île, et c'est là que je voulais en venir, il y a des conséquences politiques. La République de Chypre, affectée actuellement par la crise, est amputée. Il y a une entité au nord donc, qui est internationalement reconnue uniquement par la Turquie. Mais ce qui nous retient ici, c'est les conséquences économiques de cette division de l'île. Et dans les conséquences économiques, il faut noter que la Turquie occupe les 36% de l'île les plus riches économiquement. Puisque, comme le rappelait dans un article récent Christophe Chiclet, dans ces 36% du Nord se trouvent 80% des plantations d'agrumes, qui étaient, je le rappelle, à l'époque, l'élément principal dans l'économie chypriote, 60% des capacités touristiques, soit plus de 50% de l'économie. Donc c'est un désastre en réalité. Or, entre 1975 et 1977, la partie sud de l'île arrive à retrouver son niveau de croissance de 1973. On a même parlé de miracle chypriote. Alors à quoi est dû ce miracle? Parce que les miracles, quand on creuse un peu, ils finissent par s'expliquer un petit peu. Alors il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler les effets paradoxaux du conflit. Les effets paradoxaux du conflit, il y a une lecture, on va dire néolibérale peut-être de ces effets paradoxaux du conflit, qui insiste sur le fait que la première chose que le conflit a apporté, c'est une paix industrielle, dans le sens d'un consensus entre les forces politiques chypriotes grecques autour de la priorité à accorder à la reconstruction de l'État, et donc pas de dispute au niveau du travail et de l'industrie. Par exemple, juste après l'invasion, le Parti communiste de Chypre, AKEL, avait donné son accord à une réduction de 25% du salaire moyen et à l'interdiction des grèves. D'autres facteurs ont aidé à l'essor chypriote,
comme par exemple la concentration des ressources disponibles dans des secteurs plus dynamiques, et l'élimination dans le secteur agricole de ce qui avait été pour longtemps un phénomène de sous-emploi. Donc moins de terres, une productivité plus élevée. L'économie bénéficie également de la position géopolitique de Chypre. Dans ces années-là, entre 1975 et 1990, il y a le conflit au Liban. Or, le conflit au Liban amène beaucoup de capitaux libanais et tous les sièges moyen-orientaux des sociétés occidentales à quitter Beyrouth pour s'installer dans 3 villes de la partie sud, donc Nicosie, Limassol et Larnaca. Mais c'est surtout l'État chypriote qui, à travers des mesures législatives, a cherché à faire de Chypre un environnement favorable pour les investissements étrangers. Donc une législation qui aurait favorisé ces investissements étrangers. Par exemple, j'en donnais quelques-uns, il y en a toute une liste, mais juste rapidement. Un impôt sur les sociétés, oui. D'accord. Donc un impôt sur les sociétés parmi les plus bas d'Europe, qui encourage la délocalisation des résidences fiscales des entreprises, un réseau de conventions fiscales avec des États partenaires, et une imposition sur les revenus de société inférieure à 4,25%, ce qui est absolument dérisoire, et une exonération fiscale totale pour les revenus du capital. Donc pour pour faire une sorte de marche avant en 2003, c'est-à-dire un an avant que Chypre rejoigne l'Union européenne, Chypre se situait à ce moment-là à la 16e place au monde en termes de revenus par habitant. Donc en moins d'une quarantaine d'années, on a une économie qui était essentiellement agricole et pratiquement autarcique, en fait, qui est devenue entièrement reconvertie dans le tertiaire et ouverte à l'international. Mais, bien entendu, ce sont des piliers économiques qui, dans le contexte de la crise financière internationale, se sont révélés éminemment fragiles, et davantage fragilisés d'une certaine manière par l'accession de Chypre à l'Union européenne, puisque en amont et en aval de l'accession de Chypre à l'Union européenne en 2004, une série de réformes structurelles ont dû être implémentées, et notamment donc une augmentation des impôts sur les entreprises, ce qui a fait fuir les fameux offshore dont on parle beaucoup dans les médias. Et bon, il y en a d'autres, mais je vais faire court pour parler quand même des enjeux politiques. Ça, c'est un aperçu qui est nécessairement bref, si vous voulez, des causes profondes de la vulnérabilité historique de l'économie chypriote. Et la crise qui s'est développée sur ce terreau, en fait, a réactualisé certains problèmes politiques et géopolitiques qui ont traditionnellement occupé Chypre. Il y en a 3, je vais les évoquer à tour de rôle. Donc c'est d'une part, d'une façon immédiate, les relations avec la Russie, mais de manière beaucoup plus fondamentale, la question des rapports entre la République de Chypre et Chypre Nord, d'une part, et d'autre part, la question des hydrocarbures au large des côtes sud de l'île. Et ces 2 points, la réunification de l'île et les hydrocarbures, comme je vais le montrer, sont liés, en fait. Alors, le premier avec les relations avec la Russie, juste pour dire que je l'avais déjà dit, beaucoup d'entrepreneurs et oligarques russes avaient élu Chypre comme résidence fiscale. Or, évidemment, cette ponction de leurs avoirs a créé quelques mécontentements. Et le président de la République de Chypre a imaginé une espèce de compensation, puisque récemment, le 14 avril 2013, il a proposé d'octroyer la citoyenneté chypriote aux Russes qui ont perdu, dont les avoirs ont été ponctionnés à hauteur de 3 millions d'euros. Je dirais juste que ça, c'est une révision à la baisse d'un arrangement qui existait auparavant,
avant la crise, où on accordait la citoyenneté chypriote aux Russes qui avaient plus de 17 millions d'euros. Mais comme c'est la crise, on a dû revoir les choses un peu à la baisse. Le problème le plus important, donc c'est mon deuxième point, c'est la question des rapports avec la République turque de Chypre Nord, et à travers elle, les rapports avec la Turquie. Alors, les deux parties de l'île étaient hermétiquement plus ou moins fermées jusqu'en 2003. En avril 2003, des passages ont été ouverts de libre circulation entre les deux parties de l'île. En 2008, il y avait 5 passages, en fait, à travers toute la ligne, ce qu'on a appelé la ligne verte, en fait. Or, tous les jours, 7000 Chypriotes turcs traversaient cette ligne pour aller travailler dans la partie sud, et il se pourrait que dans le contexte actuel, je dirais pas que la tendance s'inverserait, mais en tout cas, le rapport de force économique entre les deux parties a un petit peu changé. Juste au niveau des chiffres, évidemment, les chiffres ne parlent pas vraiment d'eux-mêmes, mais les projections de croissance pour Chypre pour 2013 sont de moins 8,7%, donc une récession totale. Et alors qu'à Chypre Nord, les projections de croissance sont de 4,7%, enfin en positif. On a souvent parlé de l'économie de Chypre Nord comme étant une économie sous perfusion, c'est-à-dire que c'était une économie qui était financée par la Turquie, ce qui est vrai puisque la partie nord de l'île était sous embargo international. Ceci dit, cette perfusion risque de voir son débit augmenter considérablement. J'évoquerai juste le fait que, profitant de la croissance en Turquie, le gouvernement d'Erdogan a décidé récemment d'investir 1,26 milliard de dollars, ce qui pour l'échelle de la République turque de Chypre Nord est une somme considérable, avec de grands projets de construction, dont un aqueduc sous-marin entre la partie nord de l'île et Chypre, qui viendrait régler une bonne fois pour toutes les problèmes d'irrigation dans la partie nord de l'île. De même, la partie nord de l'île profite d'un régime légal international un peu flou pour développer une propre croissance autour de 3 axes. Le premier étant la construction. Alors ça, c'est complètement illégal ou semi-illégal, mais ça se fait dans une très grande mesure. L'éducation et le tourisme, évidemment. L'éducation, c'est un secteur important puisque nous avons pas moins de 12 universités privées dans la partie nord de Chypre qui attirent 55 000 étudiants des républiques caucasiennes, de l'Afrique du Nord et de Turquie. Alors, récemment, le ministre des Affaires étrangères turc, Ahmet Davutoglu, répète sans arrêt devant les médias que si les Chypriotes grecs acceptaient la réunification de l'île, ce serait pour leur bien, économiquement parlant également, puisqu'ils pourraient profiter, cela pourrait créer des effets de synergie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait à chaque fois en présence de partenaires européens, en fait. Et voilà, donc je vais terminer parce que j'ai mon censeur à côté de moi qui me rappelle l'heure. Donc je vais terminer sur le dernier point qui est la question des hydrocarbures. Or, les gisements d'hydrocarbures et en particulier gaziers trouvés au sud de l'île depuis le début des années 2000 sont des gisements importants. On les a appelés Aphrodite, ce qui est plutôt bien trouvé pour Chypre. Et ces réserves pourraient receler jusqu'à 750 milliards de mètres cubes. Or, l'exploitation de ces gisements crée des tensions avec la Turquie, notamment, puisque la Turquie revendique un droit d'exploration et même de forage de ces gisements. Les partenaires européens font valoir que si jamais l'île était réunifiée, cela permettrait de lever cette hypothèque de l'opposition turque, non seulement de lever l'hypothèque de l'opposition turque, mais de créer des effets de synergie dans l'exploitation de ces ressources. Et notamment, un dernier argument que j'ai trouvé dans The Economist, ce serait que une réconciliation avec la partie nord et donc avec la Turquie permettrait de mettre en place le débouché le plus évident
pour ces hydrocarbures qui serait un gazoduc sous-marin relié à la Turquie. Alors, et voilà, donc je vais terminer là-dessus pour le débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Alexis pour cette présentation très intéressante. J'imagine qu'il y aura beaucoup de questions. Par conséquent, je donne la parole tout de suite à l'audience. Il faut donner le micro. Non, c'est juste poser ma question. Monsieur, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, ma question, elle est juste, qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse suivante? En 2004, lorsque l'Europe a décidé d'intégrer les 10 pays, dont Chypre, est-ce que l'Europe avait bien anticipé, je dirais, cette venue, puisque quelque part, ils avaient aussi des subventions à donner. Et en 2004, il me semble que l'Espagne, le Portugal, même la Grèce avaient déjà des subventions de l'Europe. Et le fait que ces pays, donc ces dizaines de pays qui sont arrivés après 2004, est-ce qu'il n'y a pas eu un effet et des conséquences sur les subventions que l'Europe a données aux pays? Je ne sais pas, je ne sais pas comment, c'est juste une question. En fait, lorsque la Chypre a accédé à l'Union européenne, parmi les 10 pays qui ont accédé à l'Union européenne, c'était un des 3 pays qui n'a rien coûté en fait à l'Union européenne. Et c'était un des 2 pays qui, au lieu de coûter, a même contribué. C'est une contributrice nette en fait au budget européen. Donc en plus c'est une petite économie qui ne fait pas trop de remous. Donc l'accession s'est passée d'une manière relativement, enfin complètement même sans problème. Et en fait, l'autre question était de savoir, avec cette crise, donc l'Europe a moins financé, le FMI est arrivé par la suite pour financer plein de pays, on voit dans les statistiques. Et qui finance le FMI, c'est les États-Unis et l'Europe. Et ils ont aussi, est-ce qu'ils n'ont pas imposé, en tout cas peut-être pas l'Europe pour des décisions interrogatives, mais peut-être les États-Unis, un dictat qui entraîne une crise dans les paradis fiscaux, la Suisse, Chypre et la Grèce. Et est-ce qu'ils avaient raison d'imposer un tel dictat dans les pays européens qui a entraîné une crise plus importante? J'imagine que ça s'adresse à nous deux. À qui vous voulez. C'est comme vous le sentez. Vous voulez dire deux mots. Bon, en effet, vous avez raison parce que vous avez raison de vous demander. C'est des arguments de la gauche, mais aussi de la droite populiste en Grèce. C'est-à-dire que l'implication du FMI dans les plans de sauvetage est susceptible de dicter en Grèce des termes et des conditions qui ne relèvent pas de l'Union européenne. En effet, quand le gouvernement grec, l'ancien gouvernement qui était formé par les partis socialistes, a négocié et a signé les mémorandums en mai 2010, un mémorandum qui prévoyait une aide financière partagée entre l'Union européenne, la BCE et le FMI, c'est-à-dire le plan initial prévoyait 110 milliards d'euros, dont 80 seraient octroyés par les institutions européennes et 30 par le FMI. Les dirigeants grecs à l'époque, ceux qui ont négocié l'accord, ont dit que nous, on voulait que ce serait seule l'Union européenne, la Banque centrale européenne qui s'occuperait de ça. C'est-à-dire, seules les institutions européennes participaient à l'aide financière. Mais c'était l'Allemagne qui a exigé qu'il y ait une participation du FMI parce qu'il s'agissait d'une opération inédite au niveau européen, inédite pour l'institution européenne. Angela Merkel a fait appel au FMI d'y participer afin de mettre en valeur son expérience dans ce domaine-là, c'est-à-dire le FMI avait déjà entrepris des plans de sauvetage dans plein de pays, alors ce serait utile
que le FMI participe au soutien de la Grèce. Bon, c'est qu'affirment les politiciens, les hommes politiques qui ont négocié, qui ont géré l'accord à ce moment-là. Sur le FMI, il y a un point technique. Comme l'Europe contribue à financer le FMI, comme le sujet de trouver de l'argent, faire venir le FMI permettait de trouver plus d'argent en touchant moins les réserves européennes. Et donc c'était une façon de réutiliser les contributions des contribuables européens au sein du fonds du FMI en faveur de ceux dont ils ont besoin. C'est un circuit. Le côté interrogatif pour moi, en 2004, d'avoir peut-être inséré les 10 pays européens au sein de l'Europe, peut-être que c'était trop tôt, par exemple. Peut-être qu'une des conditions à Chypre aurait été de rentrer dans l'Europe si jamais elle s'unissait. Je voudrais justement ajouter qu'à l'époque où la Grèce a été le premier pays qui a eu recours à ce mécanisme européen, non, à ce mécanisme inédit. À l'époque, l'UE n'avait pas créé ce mécanisme de stabilité qui est en vigueur aujourd'hui, c'est-à-dire tous les deux parties s'expérimentaient un peu avec les cas grecs. C'est-à-dire il n'y avait pas de mécanisme européen pour l'aide financière des pays en danger. C'est pourquoi peut-être l'UE a décidé de faire appel aussi à l'FMI. C'était une opération inédite pour un pays de la zone euro. Les conséquences en termes d'immigration pour les jeunes Grecs, vers quel pays est-ce qu'ils vont? Est-ce que c'est comme les Portugais, eux vont vers les pays, les anciens pays les anciennes colonies? Les niveaux d'immigration ont atteint des niveaux aussi importants que dans les années 70-80. Est-ce que les Grecs émigrent aussi? Et vers où? Oui, c'est vrai, les Grecs ont commencé à réémigrer. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de l'immigration des années 60, par exemple. On a une très longue tradition d'immigration qui remonte même au début du siècle. Au début du XXe siècle, par exemple, après une crise du raisin sec dans le Péloponnèse, il y a eu une vague migratoire vers les États-Unis. Les Grecs, traditionnellement, émigraient vers des pays anglophones, c'est-à-dire les États-Unis, l'Australie, après la guerre, le Canada. Il y a eu aussi une vague d'immigration vers l'Allemagne, juste après la guerre, avec les miracles économiques de l'Allemagne. Ce qui, à la différence de ce qui s'est passé dans le passé, aujourd'hui, ce sont les jeunes Grecs bien instruits et diplômés, dont la plupart ont déjà fait des études ou ont poursuivi leurs études au niveau du master ou du doctorat dans l'étranger, qui se trouvent déjà dans ces pays étrangers, par exemple en France, en Angleterre, en Allemagne, que si c'est possible, ils restent là. Il y a aussi une catégorie de personnel, disons, des ouvriers qui émigrent vers l'Australie, vers les États-Unis. Mais je dirais que les Grecs bien instruits qui décidaient de poursuivre les études à un plus haut niveau vers l'étranger, dont la plupart, s'ils trouvaient un boulot à l'étranger, à leur pays d'accueil, ils restaient là, même avant la crise. Des personnels non spécialisés, c'est dur d'émigrer. Ils préfèrent rester en Grèce ou rester avec leurs parents pour faire face aux difficultés économiques qu'émigrer. Je peux rajouter une chose, qu'aujourd'hui, il n'y a pas, dans le marché migratoire international, il n'y a pas une destination comme c'était l'Australie de l'après-guerre, comme c'était les États-Unis à la fin du 19e siècle, comme c'était l'Allemagne juste dans les années 60-70. Il n'y a pas l'Eldorado migratoire. Les pays en croissance, comme les pays de l'Asie du Sud-Est, n'offrent pas vraiment des salaires qui pourraient attirer des ouvriers ou des diplômés grecs à ce moment.
la migration en fait des Grecs suit surtout des réseaux qui sont déjà établis dans plusieurs pays en fait, soit dans des pays qui sont déjà centres de la diaspora grecque, comme c'est l'Australie, les États-Unis, même dans l'Amérique latine, dans le Canada, et pareil en Europe. Il y a toujours moi j'apprends presque chaque jour des gens qui sont partis en Norvège, en Suède, là où ils se trouvent un travail. En Turquie aussi. Sur l'assiette fiscale en Grèce, qu'en est-il de la réforme de l'assiette fiscale qui abolit les privilèges de certaines catégories de l'économie, comme les armateurs grecs et l'Église orthodoxe? À vrai dire, on n'a rien fait. Analyser l'évasion fiscale et les privilèges fiscaux pourrait faire l'objet de plusieurs débats, de plusieurs thèses de doctorat en Grèce. L'économie noire s'élève à un pourcentage qui est à peu près 25%, si je ne me trompe pas, en Grèce. Mais le problème, il ne s'agit pas seulement d'exemption fiscale. C'est bon? Exception fiscale qui concerne une certaine catégorie. Par exemple, les armateurs qui jouissent d'exonération fiscale de 58 différentes exonérations fiscales. Ou de l'Église, qui, le gouvernement a, entre autres mesures d'austérité, a imposé aussi un impôt foncier. L'Église, pour la première fois, a été forcée de payer. Et ce qui est le problème, ce n'est pas surtout les exonérations fiscales, parce que même si on taxait les armateurs grecs, comme tout le monde, ils partiraient vers la Belgique, comme le font les Français, je ne sais pas où. Le problème, c'est que les 35% de la force ouvrière de la Grèce s'occupent des professions libérales. Avocats, ingénieurs, plombiers, je ne sais pas quoi. C'est un taux très élevé. Et l'évasion fiscale se focalise autour de cette classe moyenne. Conjuguée à la corruption et à l'inefficacité de l'État. On ne peut pas comparer l'évasion fiscale et l'exonération fiscale. Oui, mais l'exonération fiscale, presque rien n'a changé. Vous ne pouvez pas forcer une discipline de l'évasion fiscale quand vous organisez l'exonération fiscale. Voilà, en ce qui concerne les régimes qui régiment les armateurs, rien n'a changé. Les partis de l'opposition Syriza a annoncé à plusieurs reprises que s'il accède au pouvoir, un de ses premiers actes sera de supprimer toutes les exonérations fiscales des classes comme les entrepreneurs et les armateurs. Mais il y a 5 jours, le responsable de la politique de croissance de Syriza, un économiste professeur à l'université, Yorgos Stathakis, a fait marche arrière et il a dit on verra. En ce qui concerne surtout les armateurs. L'Église, personne ne touche à l'Église en Grèce, ça. Peut-être que vous le connaissez. C'est sacré. C'est sacré. En plus, la Grèce, il ne s'agit pas de l'État laïque comme en France. Oui. C'est-à-dire la richesse de l'Église, elle est considérée richesse publique. Comme l'Église et l'État sont réunis. Il faudrait une réforme constitutionnelle, carrément. Oui. Et ça fait l'objet, chaque fois qu'il y a une réforme constitutionnelle, il y a aussi un débat autour de cette question-là, mais les deux partis qui sont censés au pouvoir, les deux partis de pouvoir, la nouvelle démocratie, les partis de centre-droite et les partis socialistes, n'ont jamais donné des signes qui sont... Chaque fois que quelqu'un a essayé en fait, de toucher l'Église, a tombé tout de suite. Donc en fait, la Grèce préfère 25% de chômage à une gestion un peu plus tendue de l'assiette fiscale et de la gestion des privilèges. On préfère 25% de chômage. 27. Je ne dirais pas qu'on préfère, mais il y a les exonérations partielles. À dire vrai, ce sont aussi des avocats qui ont des exonérations, qui ne sont pas aussi riches
qui est les armateurs. Il s'agit de larges couches de la population qui jouissent de ces privilèges fiscaux. Ce n'est pas seulement les grands capitales. C'est pourquoi tous les gouvernements ont dit qu'on va libérer les professions libérales, quel que ce soit, pour devenir avocat ou je ne sais pas quoi, avec maîtrise des droits. Même les propriétaires des camions, c'est un métier fermé. Très peu de choses ont été faites vers ce sens. Mais ces conditions sont dans le mémorandum. Pardon? Ces conditions sont dans les conditions de financement de la Grèce. Elles sont dans la réforme structurelle. Oui, tout à fait. Et même dans ces conditions qui ont été dictées par les FMI, par la Troïka, les FMI et l'UE. L'Église touche quand même en Grèce c'est très très lié à des notions d'identité nationale aussi. Oui, c'est-à-dire que là on touche des choses qui sont presque en fait de l'affectif, mais au sens très très fort du terme. Par ailleurs, l'Église, surtout en ce moment, est investie un petit peu dans des œuvres de bienfaisance sociale, mais justement, donc je ne dis pas que ça compense pour le chômage, mais c'est une façon de se rendre publiquement, enfin utile publiquement, enfin, ou c'est comme ça qu'elle négocie une légitimité sociale. Et jusqu'à récemment, il faut rappeler quand même que cette question d'identité vraiment affective, elle se voyait par exemple sur les cartes d'identité où la mention de la religion était faite, et lorsqu'il a fallu l'abolir pour se conformer aux normes européennes, ça a suscité un débat assez important, même un détail comme ça. Donc c'est un peu compliqué en fait en Grèce. C'est assez typique des États balkaniques qui ont construit toute leur identité nationale autour de la religion finalement. Question? Oui. La crise chypriote constitue-t-elle un élément favorable ou défavorable pour la réunification? Ça dépend du point de vue. Parce que du point de vue des Chypriotes turcs, enfin de la Turquie essentiellement, c'est le moment favorable. Du point de vue des observateurs internationaux et notamment européens qui ont assez mal digéré le non au plan de réunification, le non au plan Annan en fait en 2004, c'est aussi des conditions favorables. Je pense que pour la plupart des porteurs politiques chypriotes grecs, c'est surtout pas le moment. D'abord parce que ça n'est pas une préoccupation immédiate pour le moment, et deuxièmement parce qu'ils ne sont pas du tout dans une position de négocier quoi que ce soit. Et la seule façon dont ça pourrait se faire, ce serait d'imposer cette réunification, ce qui ne peut pas se faire évidemment, mais on peut inciter d'une manière assez contraignante à ce que ça se produise. Je pense qu'un des paris qu'ont fait, je parle des chefs politiques évidemment, chypriotes grecs, en 2004, lorsqu'ils ont réussi à obtenir l'entrée dans l'Union européenne avant la réunification, c'était de se dire on sera dans de meilleures conditions, dans une position de force pour renégocier les conditions de la réunification. Or là, avec la crise, ça s'est complètement changé. Que représente en Grèce aujourd'hui l'extrême droite en termes de pourcentage de la population? Bon, c'est un sujet assez compliqué. J'aimerais reprendre la fameuse thèse de René Raymond sur les droites en France, les trois droites. Schématiser un peu, en partant de la thèse de René Raymond, on a, selon moi, en Grèce, trois droites, c'est-à-dire l'extrême droite, la droite populiste et la droite libérale. Jusqu'aujourd'hui, tous les trois, selon moi, étaient réunis dans les partis de la nouvelle démocratie. Les courants extrêmes, qui comprenaient aussi des nostalgiques de la dictature militaire, les courants libéraux qui étaient minoritaires et les courants populistes. La crise a provoqué aussi l'éclatement de ces droites-là. La droite populaire, pas populiste, la droite libérale est restée dans la nouvelle démocratie, le parti qui est au gouvernement. Il y a eu une scission de la droite populiste et les partis de Grecs indépendants
de Panos Kamenos, un ancien député de la Nouvelle Démocratie, un parti qui s'adonne à des théories de complot, des choses comme ça. Et il y a l'extrême droite, c'est l'Aube dorée. Un groupe presque illégal, hein. C'est-à-dire si on fait attention à ce qu'ils prennent, ils renient la Shoah, ils font des choses comme ça. Qui était, jusqu'à présent, était un groupe marginal, mais qui a obtenu 7% des voix, 7% des voix dans les élections, dans toutes les élections. Ceux qui ont été tenus en mai, ceux qui ont été tenus en juin 2012. Et juste pour ajouter qu'en 2009, le pourcentage d'Aube dorée c'était 0,2%. voilà. Oula. 3 ans avant. Alors il s'agissait d'un groupe totalement marginal qui a grimpé à 7%. Maintenant, selon les sondages les plus récents, il se trouve autour de 10%. C'est le troisième parti, après la Nouvelle Démocratie, le parti au gouvernement, et le Syriza, la coalition de la gauche radicale, c'est ça, Syriza, les partis de l'opposition. C'est un parti qui a largement profité de la crise de l'estimation du système politique et qui même maintenant ne dissimule pas ses affinités fascistes et néo-nazis, qui s'en prend aux immigrants, aux clandestins, il fait des choses comme ça. Et organise des distributions, par exemple, des vivres, faire comme l'Église des actes de bienfaisance, mais seulement pour les Grecs. On donne notre sang seulement pour les Grecs. C'est pourquoi ça a été il y a eu une querelle avec les maires d'Athènes qui a interdit une telle manifestation. Un député de l'Aube dorée s'est pris à lui. Il détenait une arme aussi. Bon, c'est très inquiétant, mais j'aurais doute qu'on ne sera pas bientôt débarrassé de l'Aube dorée. Non, juste que c'est vraiment un symptôme de la crise que le monde, ce changement des intentions de vote, et ils disent des choses qui en France seraient inimaginables en fait. On les invite par la loi. Oui, on les invite sur les plateaux télévisés. Ils disaient qu'une mesure de bienfaisance, même économique, serait d'éliminer les gens qui ont des handicaps ou des choses comme ça. Et c'est dit sur des plateaux télévisés. Ici, c'est inimaginable. On n'a plus le droit de dire grand-chose non plus en France. Hein. On n'a plus le droit de parler de race, on n'a plus le droit de... Oui, mais enfin... C'était inimaginable de Marseille il y a 10 ans. Oui, c'est vrai, c'est que même il y a 10 ans, c'était inimaginable, même en Grèce, de parler de ce genre de... C'est parce que, si vous me permettez, c'était que tous ces gens-là qui s'identifiaient à l'extrême droite jusqu'à aujourd'hui, ils étaient absorbés d'une certaine façon démocratisés dans les plus grands partis de la Nouvelle Démocratie. La crise a provoqué l'éclatement de ces partis-là et ils se sont d'une certaine façon émancipés. La crise syrienne qui est en face, et notamment l'hémorragie de réfugiés syriens, a-t-elle un impact sur Chypre grec et ensuite sur la Grèce actuellement? Est-ce qu'il y a des flux? Est-ce qu'il y a des bateaux, boat people? Qu'est-ce qui se passe là? Je pense que les deux, d'après ce que je sais de la question, c'est que les deux destinations principales pour les réfugiés, c'est la Turquie et le Liban, qui a accueilli... Oui, mais du Liban... Le Liban, dans la partie grecque de Chypre, non. Moins. C'est surtout la Turquie. Et surtout la Turquie. Voilà. D'accord. Je vais profiter de cette remarque pour poser une question plus générale qui s'adresse aux deux invités, mais aussi à l'audience ici. Et en fait, la question, c'est on a la crise économique en Europe qui touche la Grèce en 2009. Juste après, on a le printemps arabe en Tunisie, puis en Égypte, puis dans d'autres pays arabes. Est-ce que vous voyez des liaisons? Est-ce que vous voyez des liens entre les deux phénomènes ou ce sont
c'est pareil. Ce sont des problématiques différentes. Je m'adresse aussi à tout le monde. En fait, dès que le taux de chômage dépasse 25, vous avez un printemps arabe, d'une manière ou d'une autre. Qu'il soit arabe ou grec, ou chypriote, ou français, ou espagnol. Vous avez un soupape de sécurité tolérable jusqu'à apparemment 25, d'après les expériences que l'on vit, au-delà desquelles un système très très bien financé comme la France ou l'Espagne ou l'Europe en général n'arrive pas à maintenir la cohésion sociale. Et donc, ce que vous évoquiez décrédibilise les gouvernants, leurs institutions, leurs universités, leurs principes et leur crédibilité. Ce qui fait qu'au top, vous avez un vide politique qui peut se déverser dans des phénomènes tels que vous évoquiez. Une montée en charge de l'inacceptable ou du barbare, ce qui n'est pas dévoilé de la France ou d'un autre pays comme l'Angleterre, où les barbaries se trouvent allègrement présentes dans les villes. Donc ici, pour l'instant, on se gargarise de notre civilisation, mais elle peut s'effriter assez vite. Donc il y a une sorte de seuil. En Égypte, vous avez 30% de chômage. Quand ce n'est pas financé, c'est pas tolérable. En Arabie Saoudite, vous avez 35% de chômage, mais c'est financé. Vous êtes payé pour rester chez vous allègrement. En Tunisie ou en Algérie. En Algérie, c'était financé. Au Maroc, c'était bien géré pour l'instant. Et la France n'est pas à l'abri, comme l'Espagne, de l'éclatement de la sécurité sociale, enfin pas au sens financier du terme, mais cohésion. Mais est-ce qu'il y a le déclenchement de la crise presque au même moment? Je pense que c'est beaucoup plus général que ça. Je pense qu'on commence à avoir de moins en moins de réponses possibles à la manière dont on finance les objectifs de la jeune génération. La nouvelle génération n'a pas de perspective, ni économique, ni industrielle, parce qu'elle est en concurrence très forte de la part de la nouvelle génération chinoise, indienne et sud-asiatique, qui sont en nombre suffisant pour prendre la place de tout le monde. Il y a des quotas à l'envers dans les universités américaines maintenant, vous savez ça. À l'envers, c'est-à-dire qu'on limite le nombre de brillants asiatiques, parce qu'il y en a trop. Donc le schéma grec que vous décriviez, on nous donne de la charité aux Grecs, d'une certaine manière commence à entrer dans des pratiques peut-être moins spectaculaires, mais néanmoins, si on veut croire au credo de l'égalité des chances à tout le monde et de la circulation des gens comme ils veulent, ben normalement on devrait accepter qu'à Harvard il y ait 100% de Chinois. Pourquoi pas? S'ils sont entre guillemets meilleurs, s'ils ont une meilleure note. Oui, c'est un peu aberrant aussi. Par quelle définition, quelle gouvernance aberrant? En général, les écoles sont quand même faites un petit peu financées, enfin là-bas moins, c'est financé par les étudiants, mais on peut quand même penser que c'est fait pour éduquer les autochtones. Avoir une université privée, elle s'autofinancent, hein, c'est pas un intéressant. Les privés, oui, aux États-Unis, c'est un peu particulier, effectivement. Oui, d'une certaine façon, oui. Donc c'est. J'ajouterais peut-être à ce que vous venez de dire, c'est le discours qu'on trouve dans les médias occidentaux dans ce qui concerne la contestation populaire, en fait, en Grèce d'une part et dans les pays arabes de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours un petit peu informé par un vieux fond d'orientalisme, c'est-à-dire qu'on attribue des bonnes notes, c'est bien, vous êtes révolté contre des gouvernements autoritaires. Or, en Grèce, lorsqu'on voit la contestation populaire, ça prend tout autre. Ce sont les barbares intimes, en fait. Et là, il faut faire attention, parce que... Oui, alors, si je peux me permettre, le printemps arabe fait évoluer positivement la société arabe, et les printemps européens, hélas, font évoluer négativement la société européenne. Oui, mais ça dépend aussi du point de vue politique. Les printemps arabes se poursuivent. Par exemple, l'Égypte, c'était l'éclatement se poursuit et s'évolue les printemps arabes. Oui, bien sûr. Beaucoup. L'Égypte.
Justement, je me demande, par exemple, le gouvernement de Morsi, il a mis en valeur les exploits de la révolte. Non, ce que je veux dire par là, c'est que la pratique sociale de la liberté de la presse, de la parole, s'expose et avance, même si elle est contestée. Hein. Les gouvernements vont pas lâcher. Mais en Tunisie, en Égypte, le printemps arabe, à mon sens, fait progresser la pratique sociale. Alors qu'en Europe, hélas, le printemps, si on peut l'appeler ainsi, hein, mais le chômage dégrade la cohésion gouvernementale et il n'y a pas d'objectif positif en Europe. Sauf dans la contestation, peut-être dans les formes de contestation populaire, qui réinventent un... peut-être. C'est une question. Est-ce qu'il y aurait une autre question? La remarque. Oui, c'est pas, je pense. Non, ça fait la main. Alors moi je vais vous poser, oui, enfin une question, oui. Comment voyez-vous l'issue de tout ça dans ces pays? Est-ce que vous l'entrevoyez? Moi je sais bien que c'est très international, hein, c'est très global comme question. En fait. Ça va dépendre aussi de la conjoncture mondiale. Ben alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des pronostics, mais les pronostics sont toujours de l'ordre du wishful thinking. Et donc, on prévoit en 2013 pour Chine moins 8,7, pour 2014 moins 4 et quelques. Donc, on peut éventuellement voir le début d'une... c'est très difficile à bien cerner tout ça. À Chypre, c'est clair que la question géopolitique et notamment des hydrocarbures est intéressante parce que c'est un réflexe que partage aussi la Grèce. Parce que la Grèce aussi parle maintenant de ces hydrocarbures et toujours dans une perspective de conflit avec la Turquie qui revendique les mêmes espaces à exploiter. Et c'est un réflexe du désespoir aussi parce que effectivement, même s'il y a des gisements, et bon, à Chypre, c'est avéré. Il faut le temps pour les exploiter, en faire une manne financière, etc. Et alors, pour imaginer comment ça pourrait contribuer à restructurer les économies vers la production et non plus le tertiaire, là, on est vraiment dans le long terme. On est à quel stade au niveau de l'idée de l'exploration? Est-ce qu'il y a eu des appels d'offres des compagnies étrangères? Oui, à Chypre, les forages ont commencé, enfin les explorations par une association de deux compagnies, une compagnie texane, Noble Energy, et une compagnie israélienne, Derek. Et alors ça complique d'autant plus les choses, puisque les relations entre Israël et la Turquie sont pas au beau fixe, en fait. Israël n'a pas une expérience. Non, en plus. Non, mais c'est des intérêts très très forts. Récemment, le président a invité même la Russie à participer aux explorations, donc ça risque de devenir intéressant. Mais à la limite, eux, ils savent ce que c'est que l'exploration du gaz. Oui, bien sûr, c'est la tradition. Oui. Mais je pense que c'est assez tendu quand même, parce qu'il y a la flotte turque qui fait des patrouilles au large de Chypre, c'est un petit peu tendu. Et la Grèce, oui, en Grèce aussi, on anticipe une relance de la croissance l'année prochaine, en 2014, une croissance de 0,6%. Mais c'est ce que disent les gouvernements, les mécanismes de surveillance, la Troïka. Ces prévisions ont été démenties à plusieurs reprises. On a fait certains pas avant et on n'a pas supprimé les vraies sources de la crise. C'est-à-dire, à part les mesures d'urgence, les coupures de salaire, des choses comme ça, il faut rétablir la base productive du pays. C'est une autre faute qu'a fait la Troïka, une faute terrible, c'est-à-dire un plan qu'elle imposait tel quel dans tous les pays, l'a imposé en Grèce aussi, sans l'adapter aux particularités du pays, qui ne possédait pas une base industrielle
élargie, il s'agit d'une base de production très étroite. Bon, il faudra assez de temps pour revenir là où on était, rétablir, supprimer, réprimer les chômages. Bon, je voudrais juste vous rappeler que l'actuel Premier ministre, António Samaras, il s'agit d'un député. Il est député pendant 35 ans. Maintenant, il a 62 ans. Quand il avait 40 ans, il a quitté son parti, la Nouvelle Démocratie. Il a fait effondrer le gouvernement. Il était alors ministre des Affaires étrangères. Il a quitté, il a créé un autre parti. Puis il est resté hors de la politique pour plusieurs années. Il a réintégré le parti de la Nouvelle Démocratie en 2008. Il était politiquement mort. Il a été élu de ce parti, il a été élu Premier ministre, on ne peut rien faire voir. C'est un politicien qui est revenu du froid comme l'espion. Lui, il jouait aux apprentis sorciers, il disait, moi, quand il était à la Révolution, j'ai un plan qui va éliminer totalement, porter à zéro la dette, le déficit budgétaire au bout de 2 ans. Non. Il a dit 2 ans. C'est comme ça. Il faut aussi vous dire, bon, il y a 1 an et demi, c'est-à-dire en janvier 2012, les élections n'avaient pas encore été proclamées. C'était la Nouvelle Démocratie, le parti de la droite qui était en première position dans les sondages. Et le deuxième, c'était la gauche démocratique, dans les sondages du janvier 2012. Tout ça s'est renversé. Ça, c'est intéressant en général parce que la crise, c'est vrai que ça crée énormément de victimes en fait de la crise, mais c'est aussi un petit peu l'environnement des alchimistes, des reconvertis, des gens qui trouvent des opportunités politiques, économiques, enfin c'est un versant de la crise dont on parle peut-être moins, mais qui est réel en fait. Il y a certains gens, pour faire la connexion avec les chiffres en Grèce, qui disent que les politiques qui prennent la gauche radicale, la coalition de la gauche radicale, le CSA, maintenant, avec la crise chypriote a démontré les limites des politiques proposées par les CSA. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire un non inconditionnel à l'Union européenne, on ne peut pas renvoyer, c'est un avis, je ne partage pas. Mais on ne peut pas renvoyer la Troïka, comme dit les CSA. C'est-à-dire, après la crise chypriote, où il y a eu un non au bail, à l'accord au début, mais puis le gouvernement a consenti à ces plans de sauvetage, ça démontre les limites d'une telle politique. Je ne sais pas, on verra, c'est intéressant. L'Islande a dit non. Oui. L'Islande a dit non, mais... Elle n'était pas dedans. Oui, elle n'était voilà. pas liée à la politique. En Grèce, on s'est rendu compte d'une manière très violente, excusez-moi, qu'on ne dispose plus de nos propres moyens de faire notre propre politique monétaire. Non. Oui. L'appartenance à l'Union monétaire et économique a dépourvu la Grèce des moyens de mener sa propre politique économique. On se réjouissait quand en 2002 on intégrait l'Union monétaire. Et maintenant on a vu que ce n'était pas assez simple. J'avais une question sur les fameux capitaux russes qui étaient à Chypre. Donc, depuis qu'ils ont été taxés avec les nouvelles mesures, donc est-ce qu'ils sont déjà en train de partir ou est-ce qu'ils n'avaient pas déjà commencé à partir avant, puisqu'il y a quand même eu un moment de flottement entre la période où on a annoncé le premier plan qui était pas trop méchant pour eux, puis le deuxième qui était plus méchant. Les mauvaises langues disent que ça a été fait uniquement pour que, entre-temps, ils aient le temps de partir. Oui. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui on voit à peu près où ils sont partis? Alors le où, je ne sais pas. On ne sait pas encore. Mais ce que vous dites est juste. Enfin, j'ai dû entendre les mêmes mauvaises langues, à mon avis. Mais parce que j'ai dit que le gouvernement chypriote
était intéressé par ces fonds-là, mais ça a tout de suite créé des problèmes importants avec la Russie. Il y a même eu des menaces qui étaient plutôt des bravades d'exercer des pressions de type énergétique sur l'Union européenne pour qu'ils reprennent, qu'ils ne cautionnent pas cette mesure. Donc il est possible que le gouvernement ait rétropédalé en fait dans ce sens-là, avec les mesures symboliques du type attribution de la citoyenneté pour 3 millions d'euros. Mais Chypre était intéressante surtout sous l'ère Poutine, parce que être oligarque ou kleptocrate, ça dépend comment on les définit, mais en Russie, sous l'ère Poutine, ça pouvait se révéler extrêmement dangereux d'un certain temps. Donc Chypre proposait une petite... Donc oui, les relations sont complexes entre les je ne sais pas où les capitaux sont. On ne voit pas si les capitaux... Combien sont partis? C'est presque 8 heures. Je pense qu'on peut finir ici le débat. Je vous remercie beaucoup. Merci.